Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous avez pris place? Est-ce que tout le monde est installé? Je vois encore des gens au fond. Si vous voulez nous rejoindre, c'est maintenant. Moi, je suis très heureux de vous accueillir ici, d'être là sur scène, parce que dans cette salle-là, c'était la salle des étudiants il y a 25 ans. Et donc, j'ai étudié ici dans cette salle. Donc, c'est pas rien de revenir faire un débat ici 25 ans plus tard. On va parler, évidemment, dans le cadre de cette grande thématique des frontières, on va parler du Brexit. Alors, voilà un thème d'actualité. Je crois que les voix d'Orléans n'ont jamais été aussi près de l'actualité, puisque cette fameuse lettre est partie le 29, et nous sommes le 30. Donc, évidemment, on est au plus près de l'actualité. Theresa May, ce fameux article 50. On va essayer de savoir comment un peuple décide de rompre les amarres, de divorcer, puisqu'il est bien question de cela. Et puis on va évidemment s'intéresser à cette relation particulière entre la Grande-Bretagne avec l'Europe, et puis on va se projeter, et je vous présente mes invités sans plus attendre, sur les conséquences, parce que évidemment il y a beaucoup de questions. On est en terrain incognita, parce que c'est vrai que des négociations vont avoir lieu, ça va durer 2 ans d'âpres négociations, et on parle ce soir, puisque j'ai essayé de m'informer à la dernière minute. Donald Tusk évoque un Brexit dur, c'est-à-dire des négociations qui seront dures. En un mot, l'Europe montre les muscles et a décidé de taper fort et de frapper fort. Je vous présente tout de suite mes invités, mais avant de vous les présenter, d'abord Alex Taylor, je vous présente parce que vous êtes le plus britannique des Français et le plus français des Britanniques. On est heureux de vous accueillir. Vous ne connaissiez pas Orléans, Alex, je crois, hein? Non, c'est la toute première fois que je débarque à Orléans depuis 2 heures et je trouve que les gens sont fort sympathiques. Bon, voilà, ça commence très bien. Alex est un homme de télé, un homme de radio. On vous écoutera. On ne parlera pas forcément d'économie avec vous, mais vous allez parler avec votre cœur aussi de ce qui s'est passé. Et ça a été, je crois, un choc pour vous, ce Brexit. Ça l'est toujours. Et ça l'est toujours. On parle en ce moment même en France du Frexit. Vous avez entendu ce mot, le Frexit, à l'occasion de cette campagne présidentielle. Et puis avec nous, Jean-Paul Paulin. On est ravis de vous accueillir, Jean-Paul Paulin. Vous êtes professeur émérite d'économie. Beaucoup d'étudiants sont venus ici user leurs fesses pour répondre et préparer les partiels d'économie, puisque vous avez été un éminent professeur d'économie à l'université d'Orléans. On vous écoutera évidemment sur ce qui s'est passé et sur ce qui risque de se passer, parce qu'il y a beaucoup de questions, notamment des questions financières. La City, qui est la place financière européenne la plus puissante. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comment va-t-on négocier? On va en parler avec vous dans quelques instants. Mais d'abord, et vous le savez, pour ceux qui suivent les débats, une compagnie est avec nous, elle nous accompagne, l'Idée du Nord, elle s'appelle, mais elle est basée à Orléans, cette compagnie. Et Alexis va vous lire un texte. Alors c'est un peu émouvant, sans en faire trop, parce que c'est un texte qui est tiré d'un livre qu'a écrit Alex Taylor, le polyglotte, bouche bée, tout oui, comment tomber amoureux des langues. Alexis, c'est à vous. Peut-on aimer une langue? Je pose la question très sérieusement, d'autant qu'aimer, ce n'est pas une mince affaire. Surtout, si je puis me permettre, dans votre langue. Vous aimez vos amants, vos enfants et vos dieux, mais vous aimez également vos RTT, vos soldes et vos reblochons. Pour avoir connu certains d'entre vous intimement, pour avoir visité vos hauts lieux spirituels et pour vous avoir vu déguster vos fromages à pâte molle, je crois pouvoir affirmer, sans être désagréable, que vous lui en demandez parfois beaucoup à ce seul et unique verbe. En y pensant, c'est bien le seul verbe de la langue française que vous n'avez pas trop envie de faire bien. Dites « je t'aime ». Et vous voilà précipité dans un lit beaucoup plus rapidement qu'avec le parcimonieux « je t'aime bien ». Puisqu'on y est, pourquoi nous, qui parlons français ou anglais, sommes-nous les seuls à tomber amoureux? Au moins, nous, les Britanniques, nous n'allons pas jusqu'à tomber enceinte. Nous voilà dans de beaux draps, linguistiques du moins. En ce qui concerne votre langue, j'ai chuté à l'âge de 11 ans. Je suis resté bouche bée le jour où, lors de notre premier cours de français, mademoiselle Bridgewater a écrit sur le tableau le mot « oui ». Nous savions déjà que ce mot signifiait « yes ». Mais j'étais secoué, époustouflé même, par l'idée que ce mot pouvait s'écrire autrement que « nous », « oui »
le faisions déjà en anglais. C'était mon premier choc linguistique. Mon ébahissement demeure intact jusqu'à aujourd'hui où j'apprends que ce même son signifie « obtenir » en gaélique et que nos amis irlandais l'écrivent, tenez-vous bien, B-H-F-A-I-G-H-F-I-D-H. Oui. C'était le temps de mes tout premiers émois linguistiques. Mon banal « pen » était tellement plus joli transformé en « plume », laquelle montait et descendait amoureusement sur les deux « e » de l'élève que j'étais. Qu'est-ce que c'était jouissif lorsqu'elle caressait le galbe de vos formes verbales, surtout dans leurs habits les plus provocateurs. J'ai eu bien d'autres amants par la suite. Je me régale lorsque j'apprends que les Italiens réservent un mot aussi invraisemblable que « precipite volissime volmente » pour les moments où il y a extrême urgence. Je jubile en apprenant qu'une femme espagnole enceinte est « embarazada » ou que les Néerlandais ne font pas de sourires mais des « glimlach », qui sont littéralement de lumineux rires silencieux. Je jouis lorsque mes amis berlinois félicitent tous ceux qui, en dépit de leurs petits moyens, arrivent à enquiquiner les grands de ce monde, car Kleinvieh macht auch Mist. Le petit bétail fait du fumier, lui aussi. Avec comme seules armes mes dictionnaires fripés et quelques échos de choses dites ici et là, je m'aventure dans ce no man's land brumeux, le long de nos frontières sémantiques. Saviez-vous par exemple que la langue la plus parlée au monde n'a pas de mot ni pour oui ni pour non ? Que de vastes pans de l'humanité se débrouillent très bien sans les fioritures extravagantes que sont nos articles le, la, un et une qui ponctuent la moindre de nos phrases. Comment font-ils ? Vous doutiez-vous que le fait d'avoir certains mots masculins et d'autres féminins change notre attitude vis-à-vis des objets désignés ? Je ne le savais pas. Pourtant, j'ai consacré ma vie aux langues. J'en ai étudié plusieurs, je les ai enseignées avant de faire une carrière de journaliste européen où je me suis rendu compte que la vérité est souvent plus vraie en VO. Je vis ces langues au jour le jour, exilé que je suis depuis 30 ans sur ce continent avec son somptueux brouhaha linguistique, car, comme le soupçonnait si bien ma grand-mère anglaise, là-bas, on parle étranger. C'est en écrivant ce livre que j'ai fait ces découvertes. Je suis resté tout oui, j'ai souvent été bouche bée et je suis plus amoureux que jamais. Merci Alexis, merci beaucoup. D'abord une toute petite réaction parce que ça doit faire drôle d'entendre un livre qu'on a mis comme ça, qu'on a couché, de l'entendre vivre. Ça fait drôle, non ? Pas surtout que c'est la première fois que j'entends mon texte sans ma propre voix, donc avec mon accent. Donc c'est très bizarre d'entendre ça dans la voix de quelqu'un d'autre, mais j'étais assez ému et merci de l'avoir lu. Alex, on va bien sûr parler du Brexit, de ce qui se passe en ce moment, de cette idée comme ça que les Britanniques, on parlera de l'Écosse, puisqu'il y a aussi un référendum comme ça proposé par l'Écosse. Ça a toujours été compliqué, les Britanniques et l'Europe, ou c'est une histoire simple ? Juste comme ça, vous, avec votre chair, avec votre histoire ? Ça a toujours été compliqué, mais ça a toujours été compliqué la France et l'Europe. Ça a toujours été compliqué chaque pays et l'Europe. Je crois que pour comprendre ce qui s'est passé avec le Brexit, on pourrait remonter à des siècles. Mais moi, je nous ferais remonter jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que les Britanniques ont une attitude très différente vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, je vous pose une question. Quelle est l'émission comique la plus regardée à la télévision britannique ? L'émission comique la plus regardée, d'après vous, bien sûr, vous êtes chez vous. Quelle est, d'après vous, l'émission comique la plus regardée de loin, mais de loin, à la télévision britannique ? De tous les temps. Enfin, depuis la Seconde Guerre mondiale, parce qu'avant, il n'y avait pas tellement de télé. Mais j'ose pas dire Ben Hill, je leur Oui, répète. les gens disent en général Ben Hill, ou sinon on dit aussi souvent Shakespeare, si seulement. Mr Bean, j'avais compris Shakespeare, monsieur le maire. Il y a un petit air de ressemblance. Oui, ou sinon on me cite souvent Monty Python. Pas du tout. C'est en fait une série qui s'appelle Dad's Army, l'armée de papa, inconnue en France. Et c'est une série qui est diffusée depuis les années 60. C'est toujours en prime time, le samedi soir. Les acteurs sont morts depuis belle lurette.
mais ça raconte la vieille garde anglaise qui est restée en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est vrai que c'est drôle, hein, parce que c'est aussi une parodie du système social britannique, mais cette série est archi rediffusée. Pourquoi? Parce que ça fait rappel à une sorte de nostalgie. Parce que nous avons, enfin les Britanniques ont une vision de la Seconde Guerre mondiale, une mythologie de cette guerre. Enfin, je suis très fier de ce qu'ont fait mes parents, qui appartenaient à cette génération. J'ai un père qui s'est battu pour l'Europe et qui a eu des médailles et tout ça. Mais les Britanniques ont une autre attitude que le reste du continent. Ils sont vraiment restés là-dedans. Mais on voit les méfaits de ça bien des années après parce qu'ils sont complètement toujours dedans. Si cette série est toujours aussi regardée le samedi soir à 20h30 sur BBC Two, il y a toujours samedi soir, Dad's Army, depuis des années, c'est qu'ils n'ont pas pu, ce qu'on dit en anglais, move on, quelque part. Ils sont toujours un peu là-dedans. Si vous lisez des tabloïds, qui étaient pour beaucoup dans le Brexit, ils puisent beaucoup dans cette mythologie. Chacun, enfin, j'allais dire quelque chose, mais on a tous nos mythes nationaux. Ce n'est pas ici à Orléans que je vais vous l'apprendre. Donc, nous, notre mythe fondateur, beaucoup plus récent, c'est la Seconde Guerre mondiale, parce que les Anglais ont un peu, je peux le dire, parce qu'un Français ne pourrait pas le dire, mais ils ont un peu l'impression que l'Europe nous doit beaucoup de choses. C'est un peu quand on gratte, c'est ça. Donc, ils ne comprennent pas que l'Europe ne leur donne pas tout. C'est un peu ça, le fond de l'affaire. Et c'est dans cette mythologie que puissent beaucoup les tabloïds qui ont beaucoup fait pour que mon pays, hélas, sorte depuis 2 jours de l'Union européenne. D'ailleurs, en préparant l'émission, vous me disiez que les conservateurs, c'est pour faire le lien avec l'actualité, là disent aujourd'hui en Angleterre, l'Europe nous doit de l'argent, hein, puisqu'on va parler avec Jean-Paul Paulin. Ils disent pas sérieusement, mais voilà, pas sérieusement. Il y a 20 à 60 milliards d'euros dans la négociation qui sont dans la balance. Hein, les Britanniques vont devoir payer, en tout cas, c'est inclus. Et c'est vrai que certains conservateurs disent, mais non, c'est l'inverse. L'Europe va devoir nous donner de l'argent. Jean-Paul Paulin, juste vous, l'économiste, l'homme qui avait aussi un regard sur l'actualité, vous avez été choqué, surpris, parce qu'il y a beaucoup d'économistes qui étaient très européens. Il y avait finalement peu d'économistes qui étaient favorables au Brexit. On trouvait plus des économistes qui étaient des anti-Brexit, qui estimaient qu'il fallait rester dans l'Europe. Vous étiez sur quelle ligne, vous ? J'ai été surpris comme tout le monde, mais je ne croyais pas que ça se ferait. Mais je ne croyais pas non plus que Trump serait élu. Donc je me suis trompé sur toute la ligne. Et en effet, pour un économiste, c'est peut-être plus curieux que pour tout autre, parce que on enseigne depuis des années que le protectionnisme, c'est pas bon, quoi. Que le libre-échange est en principe meilleur, et c'est meilleur pour tout le monde. Or, ceux qui nous ont démontré ça, ce sont essentiellement des économistes anglo-saxons. Au départ, il y a début du 19e, un certain David Ricardo, qui était à l'origine de la théorie dite des avantages comparatifs, qui démontrait que le commerce international était bon pour tout le monde et qu'il était toujours possible à n'importe quel pays de trouver la spécialisation qui allait lui permettre d'exporter et, en contrepartie, d'importer justement les produits qu'il était relativement moins apte à produire. Donc, Ricardo, c'est le père du libre-échange. Et c'était un Anglais. Alors que tout de suite avant, les économistes français, au contraire, parlaient des mercantilistes, des physiocrates, eux étaient empreints de colbertisme et eux expliquaient qu'au contraire, les barrières douanières, ce n'était pas une mauvaise chose pour récupérer de l'or nécessaire au commerce et ce genre de choses. Et ensuite, cette théorie du commerce international a été élargie notamment par un économiste américain très célèbre, un des 2 premiers, peut-être le premier, non pas le premier, le 2e prix Nobel, Paul Samuelson, qui a développé ça et nous, on continue à enseigner cette théorie des avantages comparatifs. Donc que les anglo-saxons, les uns et les autres, j'allais dire, les Anglais et les Américains, décident aujourd'hui de se tourner vers le protectionnisme, c'est pour moi extrêmement paradoxal. Donc effectivement, on a des difficultés à comprendre ça. Alors, cela dit, je crois qu'il faut quand même faire une distinction entre le protectionnisme
de Trump qui, bon, pour faire simple, est de la bêtise pure et simple, et le protectionnisme anglais qui, en fait, n'est pas vraiment du protectionnisme. Ce que veulent les Anglais, ce n'est pas tellement mettre fin aux échanges internationaux. C'est, bon, d'une part, il faut s'assurer quand même que les conditions pour que le commerce international soit bon à tout le monde, pour tout le monde, il faut s'assurer que des conditions sont respectées. Et ce n'est pas toujours le cas, et ces conditions, elles sont nombreuses. Notamment qu'il n'y ait pas des manipulations de taux de change, qu'il n'y ait pas des avantages indus que se donne un pays par rapport à d'autres, etc. Bon. Mais ce que veulent les Anglais, ce n'est pas tellement ça. Plutôt, ce que ne veulent pas les Anglais, ce que ne veulent plus les Anglais, c'est tout le reste. C'est tout le reste de l'Europe. C'est ce pourquoi l'Europe a été créée, parce qu'il y avait évidemment dans la tête des pères fondateurs de l'Europe, comme de Kohl et Mitterrand lorsque l'euro a été construit, il y avait derrière la tête, au fond, l'idée d'une union politique. Il y avait l'idée de solidarité entre les différents pays. Il y avait l'idée qu'on pouvait faire progresser un certain nombre de choses, qu'on pouvait aussi mettre des régulations. Et c'est de cela dont les Anglais ne veulent pas, bien sûr. Me semble-t-il, et peut-être qu'Alex va pouvoir répondre. Alex, alors, juste quelques mots quand même sur le mécanisme, parce qu'on a beaucoup accusé les sondeurs, on a dit, regardez, les sondages se sont trompés, on n'avait pas vu Trump, on n'avait pas vu le Brexit. Quand on regarde bien les sondages, il y avait des choses qui avaient été quand même assez précises et vues. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez évoqué la presse. Qu'est-ce qui fait qu'un peuple, les Britanniques, décident d'une courte majorité à lancer un divorce qui risquent d'emmener leur pays dans des situations économiques évidemment un peu incertaines? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les médias? Ce sont les travaillistes déchirés? Ce sont les conservateurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a déjà le fondement que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne, comme vous avez dit, mais aussi pour des raisons historiques, s'est toujours tournée vers d'autres cieux, avec l'Empire, etc. Donc il y a déjà un peuple qui est un peu ouvert au fait d'être europhobe, mais il y a une spécificité britannique aussi, vous l'avez dit, c'est les journaux, c'est la presse écrite, c'est pas le reste. La télé, la radio, c'est très bien en Grande-Bretagne, mais il faut savoir qu'il y a une presse particulière. Je peux en parler parce que pendant 25 ans, j'ai fait la revue de presse européenne sur France Inter, donc je lisais tous les jours, je me levais à 3 heures pour lire Frankfurter Allgemeine Zeitung, etc. Et sur LCP d'ailleurs. Pardon? Et sur LCP, Alex. Oui, je l'ai fait avec Yvon Levar. Effectivement. Oui, voilà, Alex, il ne faut pas oublier, il y a 20 nous ans. nous sommes vus il y a 16 ans. Absolument. Donc, la presse britannique est bien particulière, je peux le dire, parce que, de par son volume, il y a, je n'ai pas les chiffres maintenant, c'est un peu plus confus parce que beaucoup de gens le font sur Internet, mais il y a 5 ans, il y avait 13 millions de journaux vendus tous les jours en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, rien que The Sun, le tabloïd, vendait plus que toute la presse française réunie. Donc quand vous avez cette masse de journaux, les gens ne sont pas très fidèles à des journaux, donc il faut les attirer avec des titres. Quand vous avez 11 ou 12 titres dans un kiosque anglais, les titres sont en concurrence. Il faut savoir que la plupart des journaux britanniques appartiennent aussi à des noms britanniques, des noms européens, comme Rupert Murdoch, qui a une espèce de, enfin pas de monopole, mais pas loin. Le Parlement s'en est ému récemment parce qu'il détient non seulement The Sun, 3 millions par jour, aussi The Times, il est propriétaire du Times, et il est propriétaire de Sky News aussi, la chaîne qui est un peu la chaîne d'info privée en Grande-Bretagne. Et il faut savoir que tous ces journaux, depuis longtemps, sont d'inspiration europhobe. On a fait un sondage pendant la campagne du référendum qui a duré 2 mois, et je crois que 84 ou 85% des articles avaient un ton europhobe. Et Boris Johnson, notre turbulent ministre des Affaires étrangères qui a fait campagne pour sortir et qui ne pensait pas gagner d'ailleurs, parce qu'il était très surpris le jour où il a gagné. Il est allé se cacher et jouer au cricket pendant 4 jours. Puis il s'est défilé pour devenir Premier ministre, qui se retrouve maintenant comme notre ministre des Affaires étrangères. Boris Johnson a commencé il y a 25 ans comme correspondant du Daily Telegraph à Bruxelles. Et il était connu dans les rédactions, c'est un peu lui qui a tourné le truc.
était connu pour cette phrase magique. Il arrivait le matin dans la salle de rédaction en disant qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est mauvais pour la Grande-Bretagne. C'était What's happened and why is it bad for Britain? Donc il tournait les histoires. Il y a notamment des histoires mais complètement idiotes, mais qui ont fait rigoler, parce que c'est supposé être drôle, mes compatriotes sur les bananes, vous savez, les directives européennes. Donc maintenant, ça ressort 25 ans après. On n'aura plus d'économie, mais au moins on aura des bananes de toutes les tailles. Donc, c'est-à-dire que c'est une presse, si vous lisez, mais c'est une presse, excusez-moi le mot, je ne suis pas francophone, donc je peux sortir des mots comme je veux, dégueulasse. Je le dis... on comprend très bien. Hein. Oui, non, mais c'est très francophone. Non, mais franchement, même moi, j'étais choqué, parce que ce n'est pas pendant la campagne seulement, c'est depuis des années que les Britanniques lisent ça, jour après jour après jour. Ils ont été intoxiqués? Complètement. Quand vous avez The Daily Express, qui est peut-être le pire dans le genre, regardez, faites Google, regardez les unes du Daily Express. Tous les jours, vous avez à la une des journaux qui vendent à 2 millions par jour. Faites attention aux Roumains, ils vous piquent des choses dans votre maison que vous n'êtes pas là. La une du journal. Il y a trop de migrants dans ce pays. Ils nous piquent notre travail. Quand vous avez ça, jour après jour après jour, je peux vous dire, et même The Times, The Telegraph. Regardez aussi The Telegraph. C'est censé être un journal plus ou moins intelligent. C'est ce qu'on appelle quality press. Mais c'est pas un tabloïd, c'est pas un journal. C'est pas un tabloïd, ouais. mais même, ils font des titres qui sont d'une telle... Qu'est-ce qu'ils avaient dit un jour? Oui, il faut... le droit des expats sont liés au droit des migrants. Donc, par exemple, les Européens qui vivent en Grande-Bretagne sont des migrants, mais nous, les Britanniques, sous prétexte d'être Britanniques qui vivent au continent, sont des expats. Et dans le même titre, c'était évident qu'il y avait... deux poids, deux mesures. Quand vous lisez ça jour après jour, 85% des articles, il n'y a guère que The Guardian, qui est un centre-gauche, et qui a compris maintenant qu'il y a quand même des lecteurs qui voudraient lire, parce que 48% de mes compatriotes ont quand même voté pour rester avec vous. Et si je peux me permettre, 48% de ceux qui avaient le droit de voter. Parce que ce qui est encore plus scandaleux dans ce référendum... La question des jeunes qui est importante. C'est des jeunes de 16 à 18 ans qui avaient le droit de voter dans le référendum sur l'Écosse, en 2014, mais qui n'avaient pas le droit de voter dans ce référendum qui parle de leur avenir. Et aussi nous, 1 million, qui sait combien, parce qu'on ne nous a jamais compté, 2 millions de Britanniques qui sommes touchés au plus haut point, parce que depuis mercredi, je n'ai plus les mêmes droits que j'avais. C'est-à-dire, on vient de me retirer de force mon statut de ressortissant européen avec tous les droits que je pensais acquis pour la vie. Je peux vous dire que ça fait mal. Et on n'avait même pas le droit de voter dans ce référendum. Donc, 48% de ceux qui pouvaient voter, je trouve que c'est même assez miraculeux qu'en dépit de cette manipulation, cette propagande contre l'Europe, jour après jour dans la presse, il faut savoir que la télé, par exemple, et les radios, vous le savez aussi bien que moi, s'inspirent des journaux dans les salles de rédaction, quand on fait des émissions de radio et de télé. Où est-ce qu'on tire ces informations? On lit ce qu'il y a dans la presse. Donc, la presse y était pour beaucoup, parce que la presse écrite britannique faut pas le dire trop fort, est ça, très quand même, Alex. particulière. Non, c'est une petite boutade. J'ai dit quelque chose qui fallait non, pas. sur l'inspiration des journalistes télé qui s'inspirent de la presse. Oui, c'est vrai, Alex. On lit les journaux, Le Parisien et quelques autres, pour évidemment travailler. Juste avant de donner la parole à Jean-Paul Paulin, il y a l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions quand vous avez découvert, Alex, le Brexit, quand vous avez découvert que c'était officiel. Moi, j'ai découvert vous voulez savoir, parce que c'est marrant, j'ai découvert en direct sur BFM TV, parce qu'on m'avait aligné pour faire un nombre incalculable de télé. Enfin, tout ça, je fais gratuitement, mais par passion. Et j'avais, déjà la veille, j'avais fait 3 ou 4. Je dors 2 heures, et les 3 ou 4 avant, j'ai fait signe d'espoir. Si même mes compatriotes apparemment ont choisi, etc., je me couche, je me réveille, et bouf. Et il se trouve que j'étais sur BFM TV au moment où le journaliste se retourne vers moi. C'est devenu viral, là, vous pouvez le voir sur YouTube. Et là, vous avez... Alex Taylor, c'est officiel maintenant, votre pays sort de l'Union européenne. J'ai pratiquement pleuré, j'ai dit en direct. Ils ont même retardé la pub sur BFM TV. C'est dire à quel point ils avaient trouvé que... J'ai entendu dans la casque à côté, « faut pas laisser parler, etc. » Je sentais que c'était un moment de télé, mais j'ai pratiquement pleuré. Parce que j'ai dit, pour la première fois de ma vie, moi qui suis fier de ce que mon pays a pu faire pendant la Seconde Guerre mondiale, la génération de mes parents, pour la première fois de ma vie, j'avais honte. Si c'est mon pays qui a donné le top des barres du démantèlement de cette formidable chose, c'est ce que j'ai dit tout d'un coup spontanément, parce que quand on vous retire quelque chose, on se rend compte à quel point c'est précieux. Moi, j'étais déjà européen, pro-européen, mais là, tout d'un coup, on me retirait ce statut d'Européen. Je ne l'ai toujours pas digéré.
allez sur mon compte Twitter, @AlexTaylorNews, vous allez voir à quel point tous les jours, 5-6 fois par jour, je ne manque pas de tweeter tous les articles qui disent le plus grand mal du Brexit, parce que même 9 mois après... Et vous êtes dit, je reviens plus, excusez-moi, parce que certains Américains ont dit, si Trump est élu, moi je reviens plus aux États-Unis, on l'a entendu chez des stars, chez des people, comme on dit. Vous vous êtes posé la question de vous dire, mais j'ai honte de mon pays au point de ne plus revenir dans mon pays. C'est très différent maintenant. Quand je suis retourné seulement 3 fois depuis. C'est-à-dire que je vais à Londres. Londres a voté 80%. Oui. Londres est la ville, paradoxalement, la plus européenne que j'ai jamais vue. Vous baladez à Londres, il n'y a que des accents des Européens. C'est une ville qui a voté pour rester. C'est une ville jeune, etc. Là où habite ma belle-mère, dans le sud du Sussex, on raconte toujours que le Brexit a été voté par les peuples. Là, c'est un quartier particulièrement huppé. Et ma belle-mère, qui est venue souvent en France et qui était complètement pour le Remain, et elle m'a dit, mais Alex, toutes mes amies ici ont voté pour partir. Hein. C'est parce que ils lisent la presse tous les jours. J'essaie de les raisonner, mais ils sont tous partis. Un mot sur l'immigration, Jean-Paul Paulin, et sur la question du multiculturalisme, parce que c'est intéressant. Ce Brexit, il y a les médias, il y a les tabloïds, il y a la pression des médias, ces titres que vous évoquez. Un peuple qui va finalement voter pour ce Brexit, puis il y a quand même un débat qui cristallise, vous l'évoquiez tout à l'heure, ces Roumains, les migrants de Calais, où les négociations se passent très très mal avec le gouvernement français, il faut le rappeler. Même lorsque le camp est démantelé, les Britanniques ne veulent pas accueillir l'ensemble des mineurs qui ont des parents ou de la famille. C'est un vrai sujet. Est-ce que ça remet en question, Jean-Paul Paulin, cette notion, et qui est d'ailleurs en thème avec les Voix d'Orléans cette année, de ce multiculturalisme? Oui, c'est un peu mon deuxième paradoxe, quoi. C'est-à-dire que j'entends ce que dit Alex, je ne suis pas totalement convaincu, parce que j'ai du mal à croire que ce sont des tabloïds qui auraient fait ce mouvement. On peut pas en rester, ou toute la presse, enfin. Mais c'est plus profond, peut-être. Oui, je crois qu'il y a quelque chose derrière, parce qu'au fond, une grande partie de cette presse, c'est un relais d'opinion. Donc, elle vend lorsque, effectivement, le lecteur se sent en accord avec ce qui est raconté, au moins en partie. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas être à sens unique. Et donc, le deuxième paradoxe pour moi, c'est que j'ai toujours entendu dire qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni d'abord, le multiculturalisme était la règle et que ça se passait très bien. Et qu'on voyait à Londres, y compris, des quartiers où les gens se côtoient sans aucune difficulté. Le maire de Londres, d'ailleurs, lui-même le démontre. De même d'ailleurs que j'ai appris au lycée que les États-Unis s'étaient forgés à partir de populations très différentes. On nous parlait du melting pot. Oui. Et donc ce sont ces deux pays là aussi qui, au fond, ont ce réflexe de repli. De repli, oui, enfin pour ne pas employer de mots trop lourds. Par rapport à l'étranger, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière quand même? Est-ce qu'on ne peut pas gratter derrière? Est-ce que finalement ce multiculturalisme, est-ce qu'il est aussi vrai qu'on le dit et qu'on le vante? Modèle tout à fait différent du modèle français. Absolument. C'est le modèle opposé. Absolument. C'est-à-dire que communautariste. En France, il y a la laïcité. Et en effet, on tient à cette laïcité. D'ailleurs, je porte ce réflexe de laïcité. Donc on peut en effet s'émouvoir devant une certaine forme de communautarisme dont on me dit qu'au Royaume-Uni, ça ne posait pas de problème. Est-ce que c'est tellement vrai? Est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, au Royaume-Uni comme aux États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'identité? Est-ce que l'intégration s'est faite aussi bien qu'on le dit? Et est-ce que le communautarisme n'a pas fini au fond aussi par choquer? Il y a cette idée. Et puis l'autre idée, c'est tout simplement, est-ce que... Bon, il est clair qu'il y a eu un problème de cohésion sociale parce que les régions du Royaume-Uni dont on parle, qui ont voté pour le Brexit, c'était aussi des régions qui se sont senties délaissées. Et
il y a deux choses derrière ça. Il y a d'abord la croissance des inégalités, qui me paraît quelque chose de tout à fait, et d'ailleurs qui a été annoncé de loin par le Fonds monétaire international, par l'OCDE, qui n'ont pas arrêté au cours de ces dernières années de dénoncer les inégalités, de dire il y a danger, y compris d'ailleurs au niveau économique, y compris du point de vue de la croissance. Même si le modèle anglais parfois est cité comme modèle sur son taux de chômage, son économie dynamique, c'est une espèce de paradoxe entre les inégalités sociales et une forme de réussite économique. Oui, mais comme aux États-Unis, hein, on a aussi un taux de croissance qui est plus satisfaisant, disons, aux États-Unis, même si on est là aussi dans cette espèce de stagnation séculaire et avec des inégalités qui ont explosé, ce qui n'est pas le cas chez nous, d'ailleurs. Ce qui n'est pas le cas chez nous, au passage. Et puis, il y a d'autre part les déchirures des territoires, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des territoires qui ont été laissés de côté. Aux États-Unis, là aussi, c'est très clair. Chez vous, semble-t-il également. Et pour le coup, chez nous aussi. Alex Taylor, une réaction, et là aussi un ressenti par les relations, par la connaissance de ce pays. Cette question de l'immigration, c'est cette question du communautarisme. C'est un modèle qui fonctionne. Est-ce qu'il y a une perte d'identité de ces personnes, puisque c'est la question qui est posée par Jean-Paul Paulin, est-ce que ça a eu une incidence forte au point de faire basculer? Et je précise quand même que j'ai vu les derniers chiffres, qu'il y a 53% là en ce moment, sondage d'il y a quelques jours, 53% des Britanniques qui soutiennent la démarche des conservateurs. C'est-à-dire qu'en ce moment même, les Britanniques, même si certains ont la gueule de bois, il y a encore une majorité de Britanniques qui disent que, eh bien, ils ont fait le bon choix. Voilà, c'est important. Pour le moment, c'est normal, parce que pour le moment, rien ne s'est passé. Oui, et là, ça coûte on pas a cher envoyé encore. la lettre, donc pour le moment, on vit depuis 9 mois dans ce que j'appelle la La Land du Brexit. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez un Brexiteur à la télé, comme Boris Johnson, il va dire tout va merveilleusement bien se passer. Ça, oui. Les marchés du monde vont s'ouvrir à nous. L'Australie fait la queue avec l'Inde pour faire etc. Ils peuvent tout dire. J'aime bien le La Land du Brexit. C'est à partir de ce mercredi dernier où on a attendu la lettre que tout d'un coup les feux vont être braqués sur les Brexiteurs et maintenant que les gens commencent à dire où sont les 350 millions par semaine que vous nous avez promis, Boris Johnson, sur le bus? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté. Je suis évidemment d'accord avec vous, il n'y a pas que les journaux, il y a des inégalités. Mais ce qui est terrible, ce qu'on constate, parce que je parle souvent de ma belle-mère, mais c'est important les belles-mères. C'est la seule personne que je connaisse encore en Grande-Bretagne. Ça fait 37 ans que je vis ici chez vous. Et c'est une retraitée anglaise. Elle n'a pas beaucoup de moyens. Elle a très peur parce que la livre a chuté de 20%. Oui. Dans les supermarchés, la moitié des produits sont des produits d'importation. Et tout d'un coup, l'inflation commence à prendre son essor en Grande-Bretagne. Donc ça, c'est les gens qui ont voté, justement. Je viens de la Cornouaille. J'ai grandi en Cornouaille. La Cornouaille est une des régions qui recevait le plus de fonds avec le Pays de Galles qui a aussi voté pour sortir. Et c'est deux régions qui ont voté à 60-65% pour quitter l'Union européenne. Parce qu'on leur avait dit dans la campagne que de toute façon, c'est évident qu'on allait rembourser les fonds européens. Et bien maintenant, ils découvrent, comme les agriculteurs d'ailleurs, et qui on a dit plus ou moins la même chose, que ça voulait dire juste la fin seulement de notre appartenance à l'Union européenne. Et après, on verra. C'est-à-dire, les Cornouaillais ont écrit une lettre il y a 3 mois exigeant que le gouvernement s'engage à donner les mêmes sommes, parce que je crois qu'ils avaient 60 millions de l'Europe, et le gouvernement s'est engagé sur 20 millions seulement. Donc c'est 40 millions de perdus. Oui, c'est eux, c'est les gens qui ont voté pour le Brexit, à qui on a promis monts et merveilles, qui vont souffrir de ça. Sur l'intégration, il y a le meilleur et le pire. C'est-à-dire, moi, une chose, je dis beaucoup de mal de mon pays, donc je vais dire quelque chose de mal du vôtre, comme ça fera l'équilibre, mais j'ai été très choqué, par exemple, sur cette histoire, comme il s'appelle, Henri Rosenmack. Henri Rosenmack. Le journaliste black de TF1. Qui a commencé à présenter le 20h de TF1. Il y a eu toute une campagne de presse en disant qu'est-ce que c'est génial, etc. Mon pays, excusez-moi, la seule chose que je dirais bien de mon pays, mais en 1974, celui qui faisait The News at 10, qui était le principal bulletin d'information, c'était Sir Trevor Phillips, qui était un black. C'est vrai qu'on a un peu de... En 1974, et vous branchez n'importe quelle télé en Grande-Bretagne, c'est absolument tout le monde. C'est des femmes voilées qui présentent les infos et tout, etc. Enfin, pas encore en handicap, mais... vous nous rassurez, Alex. Voilà. Mais donc, je ne pense pas que l'immigration, ce genre... il y a eu beaucoup
il y a des villes et des quartiers où on ressentait qu'il y avait trop d'Européens de l'Est qui étaient là. Mais en même temps, quand vous regardez les chiffres de l'Est de Roumanie, l'Europe, la Roumanie, les Polonais, pays des Balkans, etc. Mais en même temps, je parlais de mon père tout à l'heure, j'ai écrit un livre là-dessus. Il avait l'Alzheimer. Les 2 dernières années de sa vie, on était obligé de le mettre dans une maison parce qu'il était assez avancé dans l'Alzheimer. Heureusement qu'il y avait des Polonaises qui étaient là. Mon père a été soigné sur les 30 infirmières dans la maison où il a été soigné. Je crois que 28 étaient de l'Europe de l'Est. On ne trouvait pas de Britanniques. Et les Britanniques qui venaient sont partis au bout de 2 ou 3 semaines parce qu'elles ne voulaient pas travailler à faire ça. Et heureusement, parce que c'est des gens qui étaient dévoués. Alex, juste une question et on va basculer sur... Il y aura bien sûr des questions si vous le souhaitez, je ne l'ai pas dit, mais bien entendu, vous prendrez la parole quand vous le souhaitez, mais on basculera sur les conséquences. Mais quand même sur nos modèles, puisque vous êtes celui qui est incarné comme ça, vous avez un pied en Grande-Bretagne et évidemment, vous connaissez bien... non, j'avais entièrement le pied ici. Vous avez les 2 pieds et le petit doigt en Grande-Bretagne. Mais je ne me sens plus britannique du tout. À cause du Brexit ou... Déjà, ça fait 37 ans que je vis dans votre pays, je ne me sens pas français non plus, je vous rassure tout de suite. Mais je me sens européen. J'étais un Européen, j'ai également vécu à Berlin, j'ai travaillé à Bruxelles, je profitais de ce truc qu'on vient de m'enlever là depuis 3 jours, la libre circulation des personnes, le droit d'aller m'installer dans tous les pays de l'Union européenne. Les jeunes Britanniques, c'est pour ça. Moi, à la limite, on s'en fout, j'ai 60 ans, j'ai pu mener ma vie, maintenant je prends ma retraite. Mais les jeunes Britanniques ne pourront plus faire ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire que c'est ça qui vous blesse le plus, cette liberté de circuler. Oui, c'est-à-dire que, mais c'est énorme, le fait de pouvoir aller. Moi, j'ai quitté mon pays, comme mon pays économiquement était l'homme malade de l'Europe. Moi, je me souviens de ce que c'était la Grande-Bretagne des années 70. On quémandait de pouvoir entrer. Vous n'aurez jamais dû nous laisser entrer, parce que depuis. Mais contrairement à beaucoup de Brexiteurs, moi je me souviens de ce que c'était l'Angleterre des années 70, qui allait quémander de l'argent au FMI. Et c'était vraiment, c'était complètement taré économiquement. Donc notre présence dans l'Union européenne, avec ce marché unique fondé sur lequel a beaucoup insisté Thatcher, par exemple, on l'oublie, ça nous a permis maintenant d'être le 5e ou 6e puissance économique. Et les Brexiteurs pensent que tout ça, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on était dans le plus grand marché du monde. On n'y sera plus. Si c'est le hard Brexit, ça veut dire jusqu'à 40% de tarifs de droits de douane sur certains produits alimentaires. C'est-à-dire que tout ça, ça va coûter beaucoup plus cher. Sur le modèle, c'était ma question, et on va basculer évidemment sur les conséquences, parce qu'il y a plein de choses à dire aussi sur les conséquences. On sait déjà quelques éléments précis qui risquent d'arriver dans les négociations. Sur notre modèle, le fameux modèle social qui réduit ou qui limite les inégalités, et ce modèle anglais qui est vanté parfois par les économistes, une croissance assez forte. Vous vous situez comment, vous, par rapport à ça? Quand Jean-Paul Paulin dit oui, c'est un modèle inégalitaire qui fabrique de l'inégalité. La raison pour laquelle il y a beaucoup moins de chômage en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a beaucoup plus de contrats à 0 heure. Je veux dire, vous n'avez pas du tout les mêmes sécurités. Mais mes rares amis anglais ou mes connaissances, quand ils viennent à Paris, je leur dis, mais un truc très simple. Par exemple, le fait que quand je signe un bail en France, c'est pour 3 ans. Et ça, c'est complètement normal pas en Angleterre. Pour vous, mais pas du tout en Angleterre. Si ça dure 3 mois, et puis après, on renouvelle. Et si quelqu'un veut vous mettre dehors, tant pis. Si vous signez un contrat de travail, il n'y a pas du tout ça existe, mais c'est beaucoup moins courant, les CDI et tout ça. Donc c'est très libéral comme modèle, comme ça. Certains en profitent. Il y a beaucoup de gens, surtout vous allez à Londres où là habite ma belle-mère, il y a beaucoup de gens particulièrement fortunés, mais il y a beaucoup de pauvreté aussi. Et le problème, c'est qu'on a dit à ces gens défavorisés, tout vient de l'Europe. Si on sort de l'Europe, vous aurez des hôpitaux avec beaucoup plus de sous, tout le reste. Et la seule question que je me pose, c'est c'est comme pour Trump, où va aller la colère de ces gens-là quand ils vont se rendre compte qu'on leur a menti et que les choses, non seulement ne sont pas meilleures avec le Brexit, mais risquent malheureusement d'être pires. L'élément concret, on l'a évoqué, Alex, l'élément concret du basculement, c'est les moins 15, moins 20% de dévaluation de la livre. Donc ça, c'est important pour les retraités notamment, parce que c'est vraiment très concret sur le pouvoir d'achat. Je voulais qu'on parle avec vous, Jean-Paul Paulin, parce que c'est très important. Ça sera un élément de la négociation qui va arriver après les 2 critères fixés par Tusk
et Barnier sera évidemment là aux manettes pour vérifier, c'est la question des expatriés, du statut des expatriés, et la question de la somme à rembourser qui va de 20 à 60 milliards. Voilà ce que les Britanniques vont devoir payer. Et avant ça, il faudra régler cette somme et il faudra négocier ensuite le commerce. Sur le commerce, Jean-Paul Paulin, sur la City, c'est gigantesque. Ce sont des fonds d'investissement, des fonds de pension, des banques, des compagnies d'assurance. C'est la place financière la plus puissante d'Europe. Qu'est-ce qui peut se passer si on doit se projeter? J'ai lu un papier dans Le Monde, je crois, il y a 2 jours, vous avez dû le lire comme moi. Francfort et Paris se battent pour, évidemment, attirer les compagnies, les fonds à venir, évidemment, partir de Londres et s'installer chez nous, parce que création d'emplois. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'ils seront libéraux jusqu'au bout, ces Britanniques, et peuvent créer, excusez-moi du peu, une sorte de grand paradis fiscal, attractif fiscalement, qui serait extrêmement dangereux pour nous? Oui, alors, juste avant, un petit point. Ce qu'on appelle le Brexit dur et le Brexit soft, enfin, bon, souple, disons, ça veut dire les choses suivantes. Si on va vers le Brexit dur, et au fond, aujourd'hui, c'est au moins ce qu'affiche l'Europe. Tout à fait. En disant, bon, ils ont voulu le Brexit, ils vont l'avoir, et c'est le Brexit dur. Ça veut dire que désormais, les droits de douane entre le Royaume-Uni et l'Europe, c'est plus 0%. Ce sont les droits de douane qui sont prévus par les accords de l'Organisation mondiale du commerce. On y a fait allusion. C'est 35% sur les produits laitiers, par exemple. C'est 10% sur l'automobile et les fruits et légumes. C'est 0% sur les produits pharmaceutiques. Enfin, tout ça, ça fait que, en effet, il y aura des restrictions aux échanges de part et d'autre, et un coût supplémentaire ça peut, pour les entreprises bien anglaises. sûr. Les simulations qu'on a faites, alors qu'ils valent ce qu'elles valent, parce que c'est en fait assez compliqué à calculer, bon, indique quand même que le Royaume-Uni perdra plus que l'Europe dans cette affaire, et en fait beaucoup plus. Donc, autrement, ce sera le Brexit soft, c'est-à-dire qu'en réalité, on va se mettre autour de la table et conclure des accords bilatéraux sur un certain nombre de secteurs, sur un certain nombre de produits. Alors, parmi On ces ne s'achemine secteurs, pas vers cela. Hein. Là, pour l'instant, on n'est pas là-dessus. non, mais enfin, probablement on y viendra. Ah oui. C'est-à-dire qu'on affiche une position ferme, Ouais. et ensuite il faudra voir quand même les avantages des uns et des autres. Et parmi ces secteurs, il y a effectivement le secteur financier qui est essentiel. Jusqu'à présent, quand vous conceviez un produit financier et que ce produit financier était avalisé par votre régulateur national, vous aviez le droit, ipso facto, de commercialiser ce produit dans l'ensemble de l'Europe. C'est ce qu'on appelait le passeport financier. Désormais, ça n'est plus vrai. C'est-à-dire que si on en reste là, les États-Unis ne peuvent plus commercialiser les produits financiers dans l'ensemble de l'Europe, ce qui va effectivement leur poser des problèmes, ce qui fait que... Le Royaume-Uni. Comment ? Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, oui. pardonnez-moi. Enfin, c'est les pays... Donc le Royaume-Uni ne pourra plus faire ça. Et bon, la contrepartie, évidemment. Mais c'est évidemment le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, le secteur financier pèse 7% du PIB et un nombre considérable d'emplois. Donc il y a un certain nombre de banques qui commencent à regarder comment faire. Mettre des implantations, j'ai vu qu'il y avait des implantations. Goldman Sachs a annoncé qu'ils allaient déjà délocaliser une partie des emplois. La Barclays vient de faire de même. Bon, c'est compliqué ces choses-là à comprendre parce que, en fait, une place financière, c'est quand même pas seulement des produits, des droits de douane, etc. Il y a
autour Un écosystème, d'abord des infrastructures, et puis surtout, il y a de la matière grise. Hein. Et donc, cette matière grise, vous n'allez pas la délocaliser du jour au lendemain. Juste une petite anecdote, je me souviens avoir accueilli un jour à la faculté une personnalité politique, ou qui avait été une personnalité politique. Il est redevenu importante, je ne vais pas citer le nom, mais il faisait la pub de l'euro à l'époque, et il avait dit en pleine amphi, vous savez, si nous faisons l'euro, 6 mois après, les Anglais y rentreront évidemment, parce que c'est de l'intérêt de la City. Bon, oui. Donc 20 ans après, ils y sont toujours pas. C'est un ils ministre y qui est seront... toujours en exercice. Hein. C'est un ministre actuellement en exercice, oui, qui est donc un grand prophète, comme vous pouvez l'imaginer. Ça donne une piste. Voilà. C'est un rébut et de la région centre. On ne peut pas vous dire plus. Centre, et en effet, on ne peut pas vous dire plus. On arrête là. Hein, on arrête là. Bon, donc, voilà. En fait, c'est compliqué. Hein, se déplacer une place financière, c'est plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Mais enfin, il y a effectivement une bagarre autour de ça. Et dans les négociations qui vont intervenir, ben voilà, ça sera effectivement un point important pour l'Europe de dire, bah, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous propose, donc les sommes là, que vous avez à payer, ben, vous allez vous faire voir pour votre passeport financier ou un équivalent, puisque en réalité, ce que vont négocier les Britanniques, c'est un équivalent. Donc voilà, donc, en effet, on va rentrer dans des négociations. Ces négociations portent sur un ensemble de choses, notamment la question de ces accords bilatéraux, mais aussi, en effet, les 20 ou 60 milliards, on n'en sait rien, que le Royaume-Uni va devoir payer à l'Union européenne. Il est question de pouvoir étaler, hein. C'est un petit peu comme... Oui, bien sûr. Ils vont pouvoir payer en plusieurs fois. Bien sûr, il y aura des arrangements. Vous voyez, des choses qui vont jusqu'à les retraites qui ont été payées par les ressortissants britanniques occupés, qui ont un emploi en Europe, il faudrait normalement que ceux-ci soient payés, puisqu'ils vont revenir chez eux. Donc comment faire dans ces différents cas? En fait, on n'en sait rien, et tout ça va être compliqué, ce qui veut dire que ça durera beaucoup plus de 2 ans, sans doute, et que on n'est pas sorti... On ne l'a pas dit, mais c'est historique ce qu'on vit quand même. C'est la première fois qu'il faut détricoter 40 ans de relations entre l'Union et un pays. Ça veut dire qu'il faut réfléchir le Groenland, texte par texte. Le Groenland est sorti en 1983, est-ce que vous le savez? Non, je ne le savais pas. Le Groenland est sorti, c'est le seul autre exemple, c'est le Groenland qui faisait partie du Danemark, mais le Groenland n'est plus dans l'Union européenne parce qu'ils sont sortis en 1983. Alors, c'est le seul exemple, et il a fallu 2 ans pour le Groenland, 300 000 personnes. Combien? 2 ans pour le Groenland? 2 ans. 2 ans. Ouais, et là c'est 60 millions. Pour 60 millions, avec, à mon avis, un volume de textes juridiques qui lie évidemment la Grande-Bretagne et l'Union européenne, qui est incalculable. J'ai lu anecdotiquement, mais j'ai trouvé ça très drôle et je voulais vous le dire, parce que vous étiez triste d'avoir perdu ce passeport qui vous permettait d'être libre. J'ai vu que les chiens, chats, furets, belettes, il y avait un accord européen sur la liberté de circulation des animaux, et je suis extrêmement sérieux. Eh bien, les chiens, chats, belettes britanniques et furets n'aurait plus cette liberté. Ma chienne est rentrée chez ma belle-mère, encore une fois, parce que c'est elle qui s'en est occupée. Non, mais c'est une anecdote. Mais avec un passeport européen. Voilà, donc ça va poser évidemment des problèmes concrets. La finance n'est pas votre domaine au cœur de... Mais la finance fait écho avec cette espèce d'esprit libéral des Britanniques. Cette idée que l'Europe, c'est d'abord un grand marché économique. Ce n'est pas un marché, je dirais, des hommes, mais c'est un marché économique. C'est ça, finalement, la philosophie des Britanniques quand ils regardent ou qu'ils regardaient l'Europe. D'abord un marché où on fait du business, mais pas cette Europe rêvée par les pères européens pour garantir la paix. C'est ce que je vous disais. Moi, je m'en rappelle, j'étais en Grande-Bretagne au moment où j'étais adolescent, je commençais à m'intéresser aux affaires politiques. Et c'est vrai que si je dois justifier, c'est rare, mais un tout petit peu l'esprit des anciens Brexiteurs, c'est que pour eux, ce qu'ils disent, on est rentré dans un marché commun. Pour les Britanniques, c'était plutôt un marché. Mais rappelez-vous aussi que, comme je vous ai dit au début, il n'y avait pas les raisons politiques et philosophiques, parce
aussi, il faut vous rappeler aussi que la Grande-Bretagne aussi avait, jusqu'à les années 60, où tout le monde s'était fini, mais avait aussi ce Commonwealth. On avait déjà un royaume international d'influence. On faisait du commerce. Moi, quand j'ai grandi dans les années 60, le beurre venait d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Hein. L'agneau néo-zélandais, c'était ça qu'on mangeait. Donc, quand les Britanniques sont rentrés là-dedans, et si j'essaie de justifier un peu ce que j'entends du côté des Brexiteurs, on dit toujours « mais on ne nous a pas demandé notre avis, on ne savait pas que c'était une union politique ». Et c'est vrai que les Britanniques, pour eux, c'était un marché avant tout. Ils n'avaient pas ces mêmes besoins liés à leur passé de s'identifier philosophiquement et politiquement et par le cœur aussi, je dirais. Parce que moi, ce que je vous dirais, moi qui fais des émissions sur l'Europe depuis 30 ans, la chose qui manque aussi, et si on veut que cette Europe réussisse, c'est le côté affectif. Il n'y a pas... Alors, par exemple, maintenant, moi, je serais le premier à faire la queue pour payer pour avoir un passeport européen, si une telle chose existait. On veut que les gens soient européens, mais on ne leur donne pas les moyens d'exprimer cette volonté d'avoir une identité européenne. Si vous voulez être européen, alors il faut bien passer par le Brexit pour quelqu'un comme moi pour se dire mais je donnerai ma main droite pour avoir le statut d'un Européen. Il faut, à mon avis, qu'on intéresse les gens un tout petit peu plus par le cœur. Il faut qu'il y ait moins par la technique, mais plus par le désir. Vous allez jamais, excusez-moi, mais vous êtes d'accord avec moi, on leur a dit aux gens qui ont voté pour le Brexit, vous risquez de perdre un peu de sous, mais ils s'en fichaient un peu. Vous n'allez jamais rendre les gens pro-européens si vous leur dites que c'est grâce à l'Europe que vous aurez 0,5% de PNB de plus à la fin de chaque année. Ce n'est pas ça qui convainc les gens. Et le Brexit le prouve, puisque, comme on vous a dit, c'est les plus défavorisés qui souvent, en dépit de tout ce qu'on leur a dit pendant la campagne, Cameron et les autres, mais c'est ça le problème aussi, que le Brexit a gagné aussi, parce que j'ai beaucoup suivi la campagne à la télévision, parce que toute la passion était du côté de ceux qui étaient contre, qui ont dit « Let's make Britain great again ». Ça vous rappelle quelque chose avec les États-Unis. Slogan complètement vide, rendons la Grande-Bretagne. Alors ça me fait doucement marrer parce que rendons la Grande-Bretagne grande à nouveau. Déjà depuis le référendum, toute la Grande-Bretagne est en train de se barrer. Il y a l'Écosse, elle a envoyé la lettre hier parce qu'elle veut un nouveau référendum. À mon avis, l'Irlande du Nord est partie plus vite que l'Écosse parce que... Oui, il y a un débat sur la frontière, sur la négociation de la frontière entre l'Irlande. Alors ça, c'est un débat qui sera posé d'ailleurs. C'est un sac de nœuds parce que très important. Je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi et comment, et surtout à vous, aux Européens, de réagir. Si la Grande-Bretagne sort du marché unique et aussi de l'union douanière, la Grande-Bretagne a donc une frontière entre l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, et la République d'Irlande. Il n'y a personne, tout le monde peut traverser tous les jours pour aller travailler. Là, c'est un point noir dans cette question-là. Et c'est-à-dire, mais vous, en tant qu'Européen, je veux dire, si vous voulez pas si je veux faire de la contrebande, donc il y aura des si douaniers. Je veux passer en tant que terroriste d'un pays comme la Grande-Bretagne dans votre Union européenne, ben pour le moment je peux, et tout le monde est en train de dire il n'y aura pas vraiment de frontières, mais c'est quand même un peu étrange. C'est l'un des seuls exemples où une frontière ne sera absolument pas surveillée. Donc Let's make Britain great again, faisons la Grande-Bretagne grande, c'est ce genre de slogan qui l'a emporté. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que en face de toute cette passion qui a puisé dans une espèce de nostalgie de la grandeur de la Grande-Bretagne, en face, vous aviez quoi? Des technocrates comme Cameron qui a passé toute sa carrière à dire Big Bang de l'Union européenne et tout d'un coup qui dit pendant 2 mois ce truc est vraiment pas génial, mais est-ce qu'on veut vraiment prendre le risque d'en voter pour moi pour qu'on reste dedans? C'est pas avec ça qu'on motive les gens. Il y avait personne. Nick Clegg, le leader qui était des Liberal Democrats, le parti centriste, qui était en coalition avec Cameron. Et d'ailleurs, c'est uniquement pour ça qu'on a eu un référendum. Vous savez pourquoi David Cameron a eu l'idée de ce référendum? C'est parce que UKIP et son aile très pro-Brexit n'arrêtaient pas de l'enquiquiner. Et un après-midi, pendant qu'il était en coalition avec les Liberal Democrats, il y a 4-5 ans, pour s'en débarrasser, il a dit « OK, si on est réélu avec une majorité la prochaine fois, je vous promets un référendum. » Comme ça, il avait la paix pendant 2 ans.
Mais le problème, c'est qu'il s'attendait, mais pas du tout, selon tous les sondages, à être réélu. Il était le premier surpris à avoir une majorité sans les Liberal Democrats, sur lesquels il comptait pour dire « nous, c'est non pour un référendum Oui. ». Mais manque de peau, ils n'étaient plus en coalition, donc ils étaient obligés de faire ce fichu référendum qui a eu des conséquences qu'on vous détaille les aujourd'hui. travaillistes aussi, hein, c'est un parti qui a été coupé. Qui C'est les travaillistes, la gauche. Il n'y a aucune opposition en Ils sont Grande-Bretagne. décimés. C'est ça la tragédie. Et même, il y avait une députée conservatrice à la télé hier soir et qui a dit la tragédie de notre pays actuellement, et c'est moi, une conservatrice, elle a dit, qui le dit, c'est qu'il n'y a absolument pas d'opposition. Jeremy Corbyn, le leader, c'est un peu notre Mélenchon à nous, mais C'est ça. le leader qui est très à gauche, qui a passé toute sa vie à voter contre l'Union européenne. Il était obligé de faire semblant, mais lui aussi. Piégé lui-même, bien Une sûr. semaine, il fait une apparition pendant la période du référendum, et le journaliste lui a dit « Combien de notes vous donneriez-vous à l'Union européenne ?» Et il a répondu « Je donnerais 7 sur 10 ». Je ne sais pas comme ça qu'on motive les gens pour voter pour l'Union européenne. Il était embarrassé, évidemment. Et le truc, c'est qu'il y a un vaste trou en ce moment, au milieu, au centre, et pro-européen, pour représenter des gens comme moi, les 48% des gens qui, malgré tout, malgré le manque de passion, malgré les médias et tout, tous les jeunes, 70% des jeunes ont voté pour rester dans l'Union européenne. Jean-Paul Paulin, il nous reste quelques minutes, mais évidemment du temps, si vous le souhaitez, pour répondre, échanger avec les invités. C'est une question évidemment à 1000 euros. La suite demain, est-ce qu'il y aura un risque de déséquilibre économique? Il y a un débat d'importation, d'exportation. Est-ce que les Britanniques sont en danger? Est-ce que vous le pressentez par ce choix? Et est-ce que ça a des incidences sur l'équilibre de l'Union européenne? Je parle sur le plan économique. Oui, c'est vrai qu'il y a un ensemble d'hypothèques là. Par exemple, le Royaume-Uni a une balance commerciale en déficit important, 7%. Ça veut dire que le Royaume-Uni est obligé de financer ce déficit de sa balance commerciale par des entrées de capitaux. Alors les entrées de capitaux, elles risquent de moyennement aimer cette histoire de Brexit. Si les mouvements de capitaux s'arrêtent, il n'y a pas d'autre solution qu'une nouvelle chute de la livre sterling. Et donc, ça nous posera des problèmes, mais ça posera effectivement des problèmes aussi au Royaume-Uni. Une nouvelle dévaluation possible, enfin en tout cas qui est techniquement c'est-à-dire comme on est dans un rapport de change en principe flexible entre l'euro et la livre sterling, s'il n'y a pas les rentrées de capitaux nécessaires pour compenser le déficit commercial, automatiquement, ça donnera une dépréciation de la livre sterling. Il n'y a pas d'autre solution. Le Royaume-Uni peut s'en tirer en disant « Eh bien, nous allons devenir, comme d'autres, le paradis fiscal de l'Europe et pourquoi pas du monde. » Donc flat tax, fiscalité attractive. Absolument. Comme d'ailleurs l'a fait Trump, avec un certain succès, puisque lui, pour le coup, il a fait monter le dollar. Et les marchés financiers ont réagi également comme il était souhaitable. Le problème, c'est qu'ensuite, il veut relancer la demande, et que ce dollar fort, ça ne lui va pas du tout. Donc, on peut imaginer effectivement que le Royaume-Uni réagisse comme ça, et puis qu'il réagisse aussi en disant, voilà, réglementation financière, on va beaucoup réduire ça pour attirer justement de nouvelles institutions financières, ce qui mettrait de fait en péril, et un certain nombre de gens commencent à le craindre, parce que Trump a l'intention de faire la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui vient d'être construit autour de la réglementation financière à la suite de la crise que l'on sait et qu'on continue à savoir d'ailleurs, eh bien tout ça, ça risque de tomber à l'eau parce que bien d'un côté et de l'autre, je veux dire du côté des États-Unis et du côté du Royaume-Uni, il y a cette tentation, il va y avoir cette tentation de réduire la réglementation. Juste peut-être un petit mot sur l'histoire politique. Je crois en effet que nous croyons tous que ce qui manque aujourd'hui à l'Europe, c'est l'union politique. L'Europe était faite pour avoir l'union politique et, au fond, on a agi de telle sorte qu'on contraigne l'Europe par les échanges, par l'euro,
pour que cette union politique, c'était la stratégie notamment de Jacques Delors, pour que cette union politique se mette en place. En réalité, on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile et que donc, bien sûr, ce serait bien que tout le monde se sente citoyen européen. Mais là où l'Europe achoppe, c'est quand même qu'il y a une hétérogénéité de nos systèmes sociaux, une hétérogénéité de nos systèmes politiques, une hétérogénéité au fond de nos institutions. Il faudrait parler aussi de l'hétérogénéité des systèmes juridiques. Tout à l'heure, lors d'une précédente conférence, on a parlé, l'avocate vietnamienne a parlé, ou anciennement vietnamienne ou canadienne, je ne sais plus, a parlé de la position entre common law et civil law, enfin entre en gros le droit écrit, le civil law, le droit civil, quoi, et je veux dire le code civil plutôt, et d'autre part la jurisprudence qui fonde le droit anglo-saxon. Il a été démontré que c'était quelque chose d'important. Je crois que bon, les démonstrations ont été un peu forcées, mais il semble que ceci explique beaucoup de choses, y compris au niveau économique. Donc, si je suis d'accord avec Alex, sauf que l'union politique, en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement difficile dans l'état actuel des choses et qu'il faudrait une volonté terrible. De plus en plus difficile d'ailleurs. Avec chaque pays qui aujourd'hui parle de souveraineté, je ne parle pas de l'élection présidentielle française. La jeunesse européenne nouvelle. Voilà. Absolument, la jeunesse d'ailleurs, qui est d'ailleurs mon fils au passage. Ah bon, donc, très bien. Que je salue. Bon, ok. Mais la jeunesse est là, oui. Peut-être qu'il s'impatiente là. Hein. Bon, non, il s'intéresse à l'Europe. Ah, très bien. Eh ben voilà. Donc eux la feront, mais en attendant, j'ai peur que ce soit effectivement vraiment compliqué, quoi. C'est pas mauvaise volonté de la part des peuples, c'est que réellement, une union politique avec des pays aussi hétérogènes, c'est une affaire vraiment compliquée. Je ne suis pas sûr que le Brexit, ça va créer l'élan qui va permettre de lancer le processus, encore que ce n'est pas exclu, mais entre les 27. Un effet tache d'huile dans un sens ou dans un autre, parce que c'est aussi une question qui est posée en ce moment par nos élections présidentielles. C'est un nombre de candidats qui aujourd'hui évoquent des sujets de sortie de l'euro, de sortie de l'Union, qui est un sujet évidemment éminemment d'actualité. Une des raisons pour laquelle d'ailleurs les Européens ne vont pas caler face au Brexit, parce qu'il ne faut pas donner de mauvaises idées. Avec une lettre d'ailleurs écrite par les 27 expliquant qu'ils resteraient unis, soudés face aux Britanniques. Madame, voilà, déjà des mains se lèvent. Allez-y, prenez un micro. Je pense que vous avez un micro dans la salle. Peut-être. Non, il n'y a pas de micro. Si. Oui. Bien sûr. Non, allez-y, madame. Vous aurez un micro, c'est plus simple. On va tous en profiter. Formidable. Bonjour. Bonjour. La question que je me pose, c'est par rapport vraiment au sentiment des Anglais. Les Écossais semblent vouloir rester dans l'Europe. Là, ils vont de nouveau faire une consultation entre eux. Alors, je pense que la Première ministre n'est pas tout à fait d'accord, Madame May, mais s'ils décident de rester dans l'Europe, le Royaume-Uni va être complètement fractionné aussi. Comment les Anglais peuvent le vivre, ça, par rapport à leur histoire ce moment ou dans l'avenir? Par rapport déjà à leur histoire, est-ce qu'ils étaient prêts en choisissant le Brexit? Est-ce qu'ils pouvaient imaginer ça? Vous savez, l'histoire anglaise ou britannique remonte à loin. Hein. Ouais. Vous avez parlé de toutes ces lois, ces directives. Hier, on a voté au Parlement quelque chose qui s'appelle The Great Repeal Law, la loi du grand rappel de toute la législation européenne. Alors, comme il y a, je ne sais pas, ça fait l'équivalent de 600 directives ou réglementations qu'il faut gérer par jour pendant 2 ans, les ministres se sont octroyés le droit qui date d'Henri VIII, un ancien droit où on peut changer les lois sans en référer au Parlement. C'est pour ça que voilà. On remonte à Henri VIII. On a promis, ceux qui ne disent pas qu'ils ont voté Brexit pour l'immigration, ceux qui n'osent pas l'avouer, ils disent on a voté ça parce qu'on veut la souveraineté de notre Parlement. Eh bien, on a dû forcer Theresa May et ses ministres d'aller
on a dû aller devant la Cour suprême pour qu'elle daigne donner un vote au Parlement sous l'idée de déclencher déjà l'article 5. Ça a duré 3 mois, cette bataille, parce que vous ne venez même pas vous parler que de souveraineté parlementaire. Alors, c'est pour vous dire que les histoires remontent loin. Il n'y a que 300 ans d'histoire commune. J'ai fait une émission à la BBC sur The Old Alliance, la vieille alliance entre l'Écosse et la France contre l'ennemi commun. Vous savez qui c'est au milieu. Donc, les Écossais sont profondément plus européens. Je ne sais pas si vous avez vu chercher sur YouTube, c'est très émouvant. Je crois que c'était le lendemain du Brexit. Un député écossais au Parlement européen qui se met debout, qui montre une carte en disant « Regardez, nous l'Écosse, toute l'Écosse a voté pour rester avec vous. S'il vous plaît, ne nous laissez pas tomber maintenant, on veut rester avec vous. » C'était très émouvant. Alex, c'est un divorce potentiel par référendum de l'Écosse avec les Britanniques, mais avec une volonté de rester européen. C'est pour ça que c'est compliqué pour nous d'envisager. Mais si vous regardez, c'est un double cliquet là. C'est que... Oui, mais si vous regardez le marché unique en Europe, il y a plein de pays, il y a même la Norvège et la Suisse qui en feront partie. Il n'y aura que l'Angleterre et le pays de Galles qui en seront sortis. Mais là, à nouveau, il va falloir établir des frontières. Je ne sais pas si l'Écosse, ça dépend aussi de l'Europe, parce que maintenant, les choses sont devenues extrêmement compliquées. Vous avez parlé des expatriés comme moi tout à l'heure. Tout le monde, pendant la campagne, enfin pour les 9 mois là, depuis le référendum, a dit la Grande-Bretagne va accorder le statut pour que les Européens qui sont en Grande-Bretagne, les ressortissants puissent rester, que les Britanniques puissent rester. Rien n'est plus... je regarde... Rien n'est moins sûr. Je regarde, par exemple, le document de Tusk, qui a été publié ce matin. Il y est question de Gibraltar. Oui. Parce qu'évidemment, les Espagnols ont mis leur grain de sel, parce que tout ça, ça se passait divinement bien, parce que Gibraltar, c'est une colonie anglaise qui fait 2 mètres carrés, on vend des fish and chips au sud de l'Espagne. Et tout d'un coup, c'est mentionné dans le document aujourd'hui. Comme quoi, on peut facilement imaginer que si les négociations commencent à se passer mal, ce qui a déjà commencé depuis mercredi après-midi, quand Theresa May a eu la géniale idée de dire aux Européens, si vous ne laissez pas avoir du commerce sans tarif avec vous, on ne va pas vous donner des renseignements sur le terrorisme. Enfin, je trouve ça d'une... Enfin, bref. D'ailleurs, vous faites référence à un rapport parlementaire sur les grandes oreilles. Ça, vous vous rappelez, il y a une quinzaine d'années, on a découvert à l'Assemblée qu'il y avait des grandes oreilles, qu'on a appelées les grandes oreilles, au sud de l'Angleterre, qui écoutaient en fait. Mais en même temps, ça aide contre c'est vrai, la ça... lutte contre le terrorisme. Mais je trouve que c'est... Chantage... The Sun, journal dont vous avez compris à quel point je l'apprécie, mais a résumé très bien la situation hier. Theresa May... votre argent ou sinon vos vies. Your money or your lives. Et c'est aussi bête que ça. Donc, dès que les négociations, vous voyez la tournure que ça peut prendre très facilement, nos droits à nous, parce que moi je ne sais pas si je pourrais rester ici et bénéficier des mêmes droits que j'ai, je peux vous dire, c'est une période horrible. On ne sait pas, des gens comme moi qui sont dans ce pays depuis 37 ans, enfin j'ai demandé la nationalité française. Ah d'accord. Donc voilà, évidemment c'est la première chose que j'ai faite après le Brexit. Je me sentais très bien chez vous, je me sentais complètement chez moi en tant qu'Européen. Mais depuis le Brexit, j'ai rassemblé pendant de longs mois toute la paperasse qu'il faut, etc. Et j'ai posé ma candidature. C'est 18 mois pour avoir une réponse, donc je ne sais pas... Monsieur le maire, vous pouvez faire quelque chose. Non, je plaisante. je plaisante, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas peut-être les députés aussi, je plaisante. Surtout, non, je n'ai rien dit, je ne veux pas. Alors, monsieur... Alors, tout ça, vous voyez ce que je veux dire, ça peut très vite devenir très moche, parce qu'il y a 300, 400 personnes, les compte 1000 retraités britanniques qui vivent en Espagne. Et en France aussi. Et vous savez combien de retraités espagnols qui vivent en Grande-Bretagne ? 150. Donc pourquoi les Espagnols continueraient à avoir leurs hôpitaux complètement bondés de retraités britanniques si tout d'un coup, peut-être, ils vont dire « Ok, les retraités, vous pouvez rester, on continue, parce qu'après tout, vous dépensez de l'argent dans nos cafés, dans nos magasins, mais à condition que tout d'un coup, on récupère Gibraltar. » Vous voyez à quel point ça peut devenir très, 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 très compliqué. C'est déjà en train de devenir très compliqué. Et ce qui est terrible là-dedans, c'est des vies humaines. Il y a 4 millions de personnes, 3 millions de ressortissants européens en Grande-Bretagne,
1 million, 2 millions, moi, on ne m'a jamais compté. Hein. Les Britanniques ne comptent pas leur... On ne sait pas combien de... On cite toujours le chiffre de 1 million de Britanniques qui vivent en Europe. Il y a une question, Alex. Attention, monsieur lève la main. Je voulais dire aussi qu'il y avait le débat d'Euratom qui arrivera sur la question des gestions des déchets de plutonium qui sont gérés par des messieurs qui viennent d'Europe. Et il va falloir aussi gérer ces stocks de plutonium. Monsieur, votre question. Oui, et juste avant de poser la question, juste une petite remarque à l'attention d'Alex, et là je partage en fait son analyse. Lorsqu'il parlait d'une nationalité potentiellement européenne, je crois que ça c'est une marque de grande exigence, et je voulais lui en féliciter pour cela. En revanche, concernant le débat du Brexit, je me demande si on ne pourrait pas poser la question, la problématique, comme quelque chose qui serait en quelque sorte un challenge entre des gens, un pays de 60 millions d'habitants, qui se dit finalement, je peux reprendre mon avenir, mon sort en main, parce que je n'ai pas eu toutes les réponses qui m'ont été promises dans l'Europe. On nous a promis beaucoup de choses, la convergence des économies, tout ça, qui ne s'est absolument pas produite. Vis-à-vis de quelqu'un, d'un groupe de pensée, j'allais dire, qui est favorable d'une Europe dont on ne connaît plus trop la forme, nous, les frontières, qui peut aller peut-être, pourquoi pas, jusqu'aux frontières de l'Indus, comme au temps d'Alexandre le Grand. Et ce challenge, moi, je pense qu'il n'est pas aussi catastrophique que vous nous le dites. Par exemple, je prends deux exemples. Voilà. C'est ça la question. Allez-y. C'est ça le challenge. Voilà. Parce que quand on entend dire qu'on a des craintes pour le système financier, par exemple, pour son adaptation, etc., moi, personnellement, j'en ai aucune. Je vous le dis tout de suite. Ce sont des gens qui sont tout à fait capables de racheter des établissements en France, en Allemagne. Vous inquiétez pas pour eux. Autre chose, concernant l'industrie, ce sera exactement la même chose. Les Anglais sont des gens extrêmement pragmatiques. Ils sont déjà à toutes les normes européennes. Ils seront capables de s'adapter. Ils seront capables de faire des accords bilatéraux. Et personnellement, je ne suis pas aussi inquiet que vous à ce sujet. Alors, votre réponse, Jean-Paul Paulin? Écoutez, si on regarde le secteur financier, peut-être qu'ils sont capables de racheter, bien sûr, ils commencent déjà d'ailleurs à mettre des implantations. Cela dit, la place financière de Londres, objectivement, est menacée. Bon, voilà. Et il en est de même sur un certain nombre d'industries. Pour l'industrie automobile, par exemple, les droits de douane, ça va avoir une incidence sur ce qu'ils pourront vendre. Donc, je pense pas que on puisse. Enfin, vous savez, on a regardé ça quand même d'assez près. Hein. Je pense pas qu'on puisse balayer le problème en disant les Anglais s'en sortiront toujours. D'ailleurs, pour être un peu plus précis, l'Office du budget britannique vient déjà de réduire ses prévisions de croissance pour jusqu'en 2021. Jusqu'en 2021, ils viennent de rectifier. Alors, pas énormément, parce que mais ils anticipent un ralentissement. Mais ils anticipent un ralentissement de leur croissance. Alors, maintenant, c'est vrai que l'Europe n'a pas tenu les promesses que l'on pouvait qu'elle a faites. Et c'est vrai que l'Europe a été largement fantasmée. En particulier, il faut le dire quand même, l'euro n'a évidemment pas eu les conséquences qui avaient été annoncées, parce que précisément, il manque quelque chose à cette construction européenne. Les tâches politiques. Oui, l'union politique, mais entre les deux, il manque en fait la solidarité. Et la solidarité via le budget, via des fonds qui se sont mis en place, mais petitement et avec beaucoup de retard. Et donc, c'est vrai que l'Europe n'a pas tenu tous ses engagements. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui a été à l'origine du Brexit. Les Anglais, c'est quand même pas les Grecs, c'est pas les Espagnols, c'est pas les Italiens, et donc ils n'avaient pas besoin forcément de cette solidarité. Et s'il y a eu manque de solidarité entre les territoires, manque de solidarité entre les couches de population, c'est plutôt au sein du Royaume-Uni que se pose le problème, plutôt qu'entre le Royaume-Uni et l'Europe. Est-ce que je peux juste répondre deux choses par rapport aux Britanniques qui sont sortis en toujours? Encore une fois, moi j'étais là dans les années 70. J'ai vu que la Grande-Bretagne n'est pas toujours une économie puissante.
l'économie britannique dans les années 70, quand moi j'étais adolescent, était catastrophique. Hein. Oui, voilà, c'est complètement chaotique. C'est pour ça que je suis venu en France. J'étais très content de bénéficier de la libre circulation des personnes. Et juste une petite remarque qui vaut ce qu'elle vaut, mais pour l'Europe qui n'a pas tenu ses promesses, je suis complètement d'accord avec vous sur tous les niveaux, sauf à un niveau dont on ne parle jamais, mais quand même peut-être la chose la plus importante, la paix. L'Europe, oui. À force, on voit maintenant depuis 2 jours ce que c'est quand tout d'un coup il y a de l'agressivité entre Gibraltar, les droits, vous nous devez tant. Quand les pays européens s'engueulent, c'est grave. Et on n'est pas connu dans notre continent pour notre passé particulièrement pacifique, si vous regardez depuis. C'est vrai qu'on était en paix grâce à l'Europe. Depuis 70 ans, tous ces pays qui se bombardaient, la génération de mes parents, qui se lançaient des bombes là-dessus, ils se vont dans la salle des convivialités, toujours à Bruxelles, pour s'engueuler sur des trucs, mais en même temps, ils parlent ensemble, ils font des trucs. Et ça, au moins, l'Europe, l'Union européenne, a tenu ses promesses à ce niveau-là, et c'est énorme. Un tout petit mot, Jean-Paul Paulin, pour clore cette conférence. Un tout petit mot, oui, c'est ça, de conclusion, parce que là, on a beaucoup insisté sur l'union politique, puisqu'on est dans une manifestation culturelle, il y a aussi l'union de la culture qui est importante, et donc je rappellerai, enfin ça fait un peu tarte à la crème, la fameuse phrase de Jean Monnet qui disait « Si j'avais su, j'aurais commencé par la culture ». C'est une jolie phrase, merci. Merci Jean-Paul Paulin. Merci Alex Taylor.